Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau test de matériel. Aujourd'hui, le DJI Ronin SC, le nouveau stabilisateur de la marque chinoise que j'ai acheté il y a quelques semaines. J'ai pris le temps de l'utiliser et de vérifier les réponses aux questions que je me posais avant l'achat, à savoir est-ce que c'est dur d'utilisation, est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle focale sur ce stabilisateur, est-ce qu'on peut le comparer par exemple à un Osmo Pocket dans l'utilisation plutôt familiale, bref, toutes ces questions vous vous êtes sûrement posées si vous vous intéressez à ce stabilisateur, et bien les réponses c'est maintenant. Une des caractéristiques très intéressantes du Ronin SC, c'est sa compacité. Vous voyez qu'il se démonte en plusieurs parties. Vous avez donc la partie principale, ensuite l'embase, qu'on peut monter et bloquer, voilà, de cette façon-là. C'est très simple, très facile. Ici, le petit contrôle de la charge de la batterie. Ensuite, vous avez le petit trépied qui vient se fixer ici. Voilà. Et on a donc ainsi une base extrêmement stable. Autre nouveauté sur ce SC, le blocage des axes. Donc on débloque les trois axes. Voilà, 2. Et le troisième. On va maintenant pouvoir procéder au montage de la semelle de fixation sur le boîtier. Alors malheureusement, comme vous le voyez, pas de vis papillon. Il va donc falloir se munir d'un petit tournevis plat pour solidariser cette semelle sur le boîtier. On va donc maintenant procéder au montage du boîtier sur le gimbal. Voilà. Alors, pour l'instant, on le pose juste comme ça et on va voir ensuite ce qu'il en est de l'équilibrage. Sachez que vous avez donc trois axes à équilibrer. Ici, ici et bien évidemment là. J'agis moi par tâtonnement, essai-erreur, je dévisse un axe et puis je vérifie si l'équilibre est à peu près stable, quelle que soit la position. Je pense que assez rapidement vous trouverez la bonne façon d'équilibrer votre boîtier, votre objectif. Alors pour ce faire, il faut pencher la nacelle, l'ensemble nacelle plus boîtier à environ 22 degrés et on lance le test. Voilà. Donc là, il y a une rotation sur les trois axes qui permet de vérifier d'abord si le débattement est bon et si les moteurs travaillent dans les meilleures conditions possibles. Après quoi, le résultat s'affiche et donc vous avez à la fois la mesure de l'inclinaison, du roulis et du panneau. Donc là, c'est excellent. Autre paramètre que l'on peut vérifier avec l'application, donc dans moteur paramètres, vous avez Autotune. Autotune, ça permet, là aussi, de vérifier un petit peu le fonctionnement des moteurs. Donc les moteurs se mettent en vibration pour équilibrer et vérifier leur bon fonctionnement. Et nous allons lire le résultat sur l'application, très rapidement. Voilà. Il faut que les chiffres soient les plus près de 0. Vous voyez que là, ils sont plutôt bons. Alors, quelques remarques quand même. À savoir que cet équilibre, il peut être parfait, mais si vous utilisez comme moi un zoom,
et bien évidemment, il faudra refaire à chaque focale l'équilibrage, puisque là, j'ai un zoom avec un déplacement qui modifie l'équilibre, le centre de gravité. Donc à chaque fois, il faudra refaire l'équilibration. Alors, il y a une petite tolérance, on va dire qu'une fois que le gimbal est allumé, si vous ne déplacez pas trop les lentilles et que le poids est pas trop important, vous pouvez conserver la même équilibration. Par contre, si vous déplacez de façon plus lointaine, comme là par exemple, bien évidemment, il faut refaire l'équilibrage sur les 3 axes. Alors, autre point agaçant, on voit bien ici que le viseur va venir frotter contre un des axes de gimbal. Et ça, l'équilibration pourtant là est bonne, elle est faite, et il n'y a pas moyen de remédier à ça, sauf à mettre des contrepoids, ce qui serait quand même vraiment pas très pratique. Alors n'oubliez pas de relier à l'aide du petit câble fourni le boîtier, donc là en l'occurrence le Z6, par sa prise USB-C au gimbal. Voilà. L'allumage se fait par un appui long sur le bouton à droite de la platine de commande. On a une petite sonnerie qui n'est pas très agréable, j'ai pas trouvé encore comment l'éliminer, et automatiquement le gimbal se recentre en position médiane. Autre accessoire intéressant, cette petite platine qui comporte 2 ergots que l'on va mettre dans les emplacements et qui permet de fixer tout un tas d'accessoires, le support par exemple pour le téléphone. Alors on peut aussi rajouter la commande de focus de la même façon sur ce petit porte-accessoire, puisqu'il y a un deuxième emplacement de prévu de l'autre côté, ce qui permet de fixer donc la commande de focus et ensuite le focus qu'on vient mettre sur les objectifs. Alors voici comment se présente l'application DJI Ronin. Il a fallu bien sûr appairer le stabilisateur avec votre smartphone et vous avez ce tableau qui s'ouvre. On va aller dans Create et là vous avez différents modes utilisables, la prise de vue simple, l'Active Track pour faire un suivi qu'on verra tout à l'heure, la force mobile qui est, je trouve un petit peu gadget, mais enfin ça doit sûrement servir à quelque chose. Voilà grosso modo ce que ça donne. Voilà, vous avez cette possibilité de commander. Grâce à l'inclinaison de votre smartphone, vous pilotez à distance le gimbal. Un mode panorama qui lui peut être intéressant pour créer des photos vraiment à très haute définition. Donc là, on définit le champ d'action et le nombre de cellules que l'on veut choisir, ainsi que la position de l'appareil. Et ensuite, c'est bien évidemment le stabilisateur qui va se déplacer pour faire un ensemble de photos correspondant à ce panorama. Après, on retrouve le désormais classique time-lapse, où là, vous allez pouvoir définir l'intervalle, la durée et la définition de la caméra. Quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est le time-lapse en mouvement, où là, on a la combinaison à la fois d'un time-lapse, c'est-à-dire une vidéo accélérée, et un déplacement du gimbal que l'on peut préprogrammer. Enfin, le mode poursuite, qui pour moi est certainement un des modes les plus intéressants pour ce stabilisateur, qui peut presque remplacer un slider dans certains cas, puisqu'on peut combiner à la fois des mouvements de panne et de tilt pour recréer une impression de mouvement très fluide, très doux, quand on veut par exemple mettre en valeur un produit en studio. Alors revenons maintenant sur une des nouveautés du Ronin SC, à savoir l'Active Track. Donc on va aller dans Create, et ensuite sélectionner, alors avant de sélectionner Active Track, il faut d'abord positionner le smartphone sur le boîtier. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Pour ce faire, on va utiliser le porte-accessoire qu'on avait mis tout à l'heure ici, qu'on va mettre sur la griffe porte-flash du boîtier. Bien évidemment, avant de faire tout ça, il va falloir rééquilibrer, puisque là on va déplacer le centre de gravité, et donc le gimbal a besoin d'être recentré, rééquilibré, une fois qu'on aura positionné le porte-accessoire et le smartphone qui va dedans, ce que je vais faire immédiatement. Voilà, j'ai rééquilibré le gimbal avec le smartphone.
Vous verrez que les débattements sont vraiment au maxi. J'espère que votre smartphone n'est pas trop lourd. Et là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus encombrant et plus difficile à tenir au niveau de la poignée, hein. Ça commence à faire du poids. Mais bon, ça fonctionne bien. Faites très attention à l'équilibration. Si vous n'avez pas vraiment une équilibration parfaite, vous aurez beaucoup de mal à avoir quelque chose qui soit stable et il y aura des vibrations. Vous verrez à un certain moment, le boîtier entre en vibration, les moteurs n'arrivent plus à compenser exactement ce qui se passe là sur les images. Donc il faut vraiment, ça c'est un problème d'équilibration, il faut que l'équilibration soit la plus parfaite possible. Une fois qu'on a réussi cette équilibration, on va dans Active Track. Et là, c'est très simple, il suffit de définir une cible par un petit slide sur le smartphone. Et là, le gimbal va se fixer sur cette cible. Donc si c'est vous qui vous déplacez, eh ben, en fait, le gimbal va suivre automatiquement. À l'inverse, si c'est la cible qui se déplace, eh bien là, le gimbal va suivre. Vous verrez qu'il y a pas mal de limitations à cet usage, mais c'est quand même un plus intéressant. Donc là, j'ai sélectionné l'Active Tracking. On a aussi une sélection au niveau du Z6 du Face Tracking. Et on voit que ça suit parfaitement. Il n'y a pas de problème, puisque là, j'ai en fait un objectif qui correspond au cadrage de l'iPhone. Si on change ce cadrage par un objectif différent, comme on le verra tout à l'heure, on verra que le cadrage à l'intérieur du Z6 correspond bien évidemment à celui de l'objectif. En l'occurrence, ça sera un 85. Mais par contre, le cadrage sur le smartphone reste identique au 28 mm et on n'a donc pas cette possibilité d'avoir une correspondance entre les deux, ce qui pose pas mal de problèmes. Pour être complet, j'ai changé l'objectif, je suis passé sur un 85 1.8 G et là on voit bien la différence de cadrage entre le Z6 où le cadrage correspond bien au 85 et le smartphone où on est resté sur un 28 mm à peu près. Ça pose bien évidemment des problèmes lors de déplacement. Je peux très bien perdre le sujet lors de déplacements rapides sans m'en apercevoir si je regarde que l'iPhone. Si on a un déplacement relativement rapide, on a l'impression sur l'iPhone d'avoir parfaitement bien le sujet, alors qu'au niveau du cadrage sur le 85, on perd complètement le sujet. C'est assez embêtant. Il faudrait pouvoir régler le cadrage sur le smartphone de la même façon que sur le Z6, à savoir choisir le type d'objectif qu'on utilise. Une autre limitation lorsqu'on utilise un gimbal, c'est l'habileté de l'opérateur. Dès qu'on dépasse la focale 28 mm avec un 50 ou pire un 85, on a des à-coups et c'est pas si simple que ça d'avoir une image très fluide, très harmonieuse. Alors j'ai rencontré une difficulté que je n'ai pas réussi à surmonter, c'est lorsque j'utilise l'application SnapBridge, qui est l'application qui permet d'avoir une connexion à distance entre le Nikon Z6 et votre smartphone. C'est extrêmement pratique parce que d'abord ça vous fait un écran plus grand, plus défini souvent, et puis surtout ça évite un petit peu le problème de ne plus rien voir lorsque l'écran est caché par le bras du stabilisateur. Donc là vous voyez le stabilisateur est éteint et j'ai parfaitement la liaison entre le Nikon Z6 et mon smartphone, en l'occurrence un iPhone. Vous voyez là j'ai un retour vidéo qui se fait tout à fait bien. Le problème survient lorsque je mets en route le Ronin SC. Il y a un conflit d'application entre l'application Ronin du gimbal et l'application SnapBridge de Nikon. Plus moyen d'avoir la connexion entre l'appareil photo et le smartphone. C'est assez gênant, d'autant que c'est justement à ce moment-là, lorsque le gimbal est en route, que l'on veut avoir ce retour, lorsqu'on a effectivement l'écran du Z6 qui est caché ou que l'on veut un écran plus grand. Alors pour pallier à ce problème de conflit Wi-Fi supposé entre l'application Nikon SnapBridge et puis l'application Ronin pour le stabilisateur, j'ai pas trouvé d'autre solution que d'utiliser un écran externe relié par câble en HDMI avec le Nikon. Ça fonctionne, même si je trouve que ça présente quelques inconvénients. D'abord, l'écran est déporté sur le côté, ce qui fait un ensemble assez volumineux, même si on peut encore l'utiliser comme cela. C'est un peu volumineux, lourd, donc fatigant, et puis aussi un petit peu impressionnant. Quand on arrive sur un lieu de tournage, c'est pas toujours simple d'avoir un équipement aussi impressionnant. Et puis le deuxième inconvénient, bien sûr, c'est le câble qui va gêner les débattements. Vous voyez, à certains moments, il va venir
venir embuter, et donc c'est vraiment pas très pratique. J'espère pouvoir trouver une solution. Si c'est le cas, je vous en ferai part, ou si certains d'entre vous ont trouvé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça rendra service à beaucoup de monde. Alors est-on vraiment obligé d'utiliser un stabilisateur lorsqu'on filme? Eh bien ça dépend principalement de la focale utilisée. Vous avez 3 exemples qui vont défiler sous vos yeux, le 24, ensuite le 50 et le 70 mm, toujours avec le 24-70 S f4. Et on s'aperçoit que plus on allonge la focale et plus l'intérêt du stabilisateur apparaît totalement évident. Quand on arrive sur une focale de 70 mm, sans stabilisateur, c'est extrêmement difficile de faire un plan utilisable. Pour être complet, j'ai voulu aussi utiliser un autre type d'objectif, à savoir le 14-30, qui lui a un champ beaucoup plus ouvert, et j'ai choisi une ouverture de 8, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est passe-partout, et là on se rend compte que même si le stabilisateur, comme vous le voyez, apporte une certaine fluidité, on peut réussir à faire des plans sans gimbal, sans pour autant que les images soient totalement instables. Alors une autre question que je me suis posée après l'essai de l'Osmo Pocket que vous trouvez sur ma chaîne, c'est pourquoi acheter, dépenser plusieurs centaines d'euros dans un stabilisateur? Qu'est-ce que cela va vraiment m'apporter? La stabilisation de la Pocket est excellente, les images sont très convenables et je dirais qu'en utilisation familiale, c'est largement suffisant. Moi j'ai parfaitement aimé tout ce que j'ai pu réaliser avec. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on utilise un 24-36, un hybride avec des objectifs à ouverture 1.8 ou 1.4, on obtient un autre rendu. C'est vraiment pour cela que j'utilise un gimbal, même si c'est lourd, complexe, difficile, encombrant et cher. C'est pour ce rendu-là, c'est pour cette qualité d'image que je trouve que le gimbal est indispensable. Après, à chacun à juger en fonction de ses envies, de ses choix et de ses possibilités financières, bien sûr. Alors qu'en est-il du vlog? C'est quand même pas la destination première d'un Ronin SC que de faire du vlog. C'est quand même lourd, ça pèse avec l'hybride et l'objectif aux alentours de 3 kg, 3 kg et demi. Donc à bout de bras, vous allez vite vous rendre compte que c'est quelque chose d'inconfortable. Mais néanmoins, en utilisant un objectif adapté, là j'ai choisi un 14-30, c'est-à-dire un angle très ouvert, on peut quand même essayer de faire quelque chose. Alors là, je suis à 16 mm, donc c'est quand même un angle très ouvert. Alors là, j'ai changé de focale, je suis à 24 mm, l'angle est un petit peu plus petit. Je suis avec le 14-30, donc l'ouverture minimale est à 4. On va voir tout à l'heure avec une ouverture encore plus grande ce que ça peut donner. En trottinant, si jamais vous avez une intention sportive, et à 14 mm, toujours l'ouverture à 4. Voilà, j'ai changé d'objectif, donc le 28 mm à 1.8 d'ouverture. Si on fait tous ces efforts, je change de bras, si on fait tous ces efforts, c'est justement pour avoir ce rendu d'image avec des bokeh plus prononcés. C'est sûr que par rapport à une Pocket, coucou la Pocket, c'est quand même un peu plus plaisant comme type d'image. Bon, voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Alors au moment de tirer un petit peu les conclusions de cet essai du Ronin SC, j'aimerais attirer quand même un petit peu votre attention sur la nécessité d'apprendre à utiliser les gimbals, les stabilisateurs. Ce sont des outils professionnels qui ont d'abord été destinés au cinéma. C'est pas pour rien que Steadicammer c'est une vraie spécialité. Ça ne se manie pas comme ça. C'est vrai que le prix s'est fortement démocratisé, mais l'usage reste quand même très spécifique. Alors bien entendu, loin de moi l'idée de vouloir vous décourager. Simplement, pensez bien que c'est un outil performant mais exigeant. Si votre usage est principalement de ramener des souvenirs familiaux, de vacances,
il me semble qu'une Osmo Pocket serait plus adaptée. Elle est beaucoup plus légère, elle est moins chère, elle est très bien stabilisée. Et bien sûr, vous n'aurez pas des bokeh fabuleux, des arrière-plans très flous, mais je crois que vraiment au niveau de la facilité d'utilisation, vous me remercierez. Alors oui, le Ronin SC est vendu comme un des plus légers, et c'est le cas. Mais il n'empêche que quand on met sa caméra, son objectif, plus le stabilisateur à bout de bras, c'est quand même quelque chose de lourd, d'encombrant, d'un petit peu intimidant quand on arrive sur un tournage. Là aussi, essayez d'avoir ça à l'esprit avant de vous lancer dans l'aventure. Après, c'est un outil formidable qui offre une multitude de palettes. Je suis loin de les avoir toutes explorées. Je n'ai pas touché par exemple au follow focus qui permet des mises au point décalées, plus précises, des flous, des transitions, enfin bref, tout un tas de choses. J'y viendrai peut-être dans un prochain film. Vous avez également toute l'activité sportive qui peut être intéressante, puisque là on a des moteurs qui quand même résistent beaucoup plus qu'un stabilisateur un peu plus léger comme un Osmo Mobile ou même qu'une Pocket. Donc là aussi, peut-être que je reviendrai cet hiver dans des conditions plus enneigées sur une utilisation de ce type. Mais si malgré toutes les contraintes, vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je suis persuadé que le Ronin SC vous donnera entière satisfaction, de la même façon d'ailleurs que la majorité des stabilisateurs sur le marché. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous donner tous ces conseils que j'achète mon matériel comme vous, au même prix, et donc je suis parfaitement impartial par rapport aux marques et même aux modèles que je peux tester sur ma chaîne. Voilà, et j'espère que cette nouvelle vidéo aura pu répondre à quelques-unes de vos questions. Il en reste certainement d'autres en suspens. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!